Dalek, je me marierai avec quiconque réussira à faire parler mon fils de nouveau, déclara le millionnaire veuf. Quand la femme de ménage arriva, l'impossible se produisit sous ses yeux. Nos histoires voyagent au loin. D'où nous regardez-vous? Aujourd'hui, partagez-le dans les commentaires. Je me marierai avec quiconque réussira à faire parler mon fils de nouveau. Les paroles de Théo Moreau résonnèrent dans la salle de presse, bondée. À 42 ans, l'entrepreneur portait de profondes cernes et un regard vide, comme si une part de lui était morte avec sa femme 6 mois plus tôt. Il ajusta le micro, la main légèrement tremblante. « J'offre la moitié de ma fortune. Ce n'est ni une plaisanterie ni de la publicité, c'est du désespoir. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Les flashs des caméras illuminaient son visage fatigué, tandis que les journalistes criaient tous à la fois. Théo leva la main pour réclamer le silence. « Mon fils Calixte a 5 ans. Depuis qu'il a perdu sa mère, il n'a pas prononcé un seul mot. Tous les spécialistes que j'ai consultés affirment qu'il n'a aucun problème physique. C'est émotionnel, psychologique. » Il inspira profondément. « J'ai tout essayé. Médecin réputé, thérapie, alternative, hypnose, musique. Rien ne fonctionne. Il s'est simplement refermé. » Une journaliste rousse leva la main. « Monsieur Moreau, ne pensez-vous pas transformer la douleur de votre fils en spectacle ?» Le visage de Théo se durcit. « J'utilise les ressources dont je dispose pour aider mon fils argent et influence. Si cela vous semble un spectacle, j'en suis désolé. Pour moi, c'est le dernier espoir. » En quittant l'estrade, son assistant Rodrigue le saisit par le bras. « Vous êtes sûr de vous? Nous allons attirer toutes sortes de charlatans. Nous attirerons aussi des gens compétents que nous n'aurions peut-être jamais rencontrés, » répondit Théo en desserrant sa cravate. « De toute façon, nous avons déjà tenté ta méthode discrète. Ça n'a pas marché. » Sur le chemin du retour, Théo regarda par la vitre teintée. La ville de Paris vibrait dehors, mais il se sentait coupé de tout. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner amis, famille, journalistes. Il ignora chaque appel. « Les premiers candidats sont déjà prévus pour demain. » Informa Rodrigue, en consultant sa tablette. 3 thérapeutes, 2 médecins, une spécialiste en communication enfantine. Théo acquiesça sans vraiment écouter. Son esprit restait auprès de Calixte, seul à la maison, avec la nounou, enfermé dans son monde silencieux. C'était comme si le petit garçon avait bâti un mur de verre autour de lui. Théo pouvait le voir, mais pas l'atteindre. L'hôtel particulier du 16e arrondissement était immense et bien trop vide pour seulement 2 personnes. À son arrivée, il monta directement dans la chambre de son fils. Calixte était assis sur le tapis alignant de petites voitures en une rangée parfaite. Il ne leva même pas les yeux quand son père entra. « Salut mon fils », dit doucement Théo, en s'asseyant à côté de lui. Calixte continua d'aligner les voitures comme s'il était seul dans la pièce. « Papa a fait quelque chose aujourd'hui. Peut-être que tu n'aimeras pas, mais c'est pour t'aider. Je veux juste entendre ta voix à nouveau. Je veux juste que tu reviennes. » Le garçon s'immobilisa, une seconde ses petits doigts, figés en l'air. L'espace d'un instant, Théo sentit une douloureuse lueur d'espoir, mais Calixte prit simplement une autre voiture et l'ajouta à la file, le visage impassible. Après l'avoir mise au lit, Théo se rendit à son bureau et se servit une généreuse dose de whisky. Les lumières de Paris scintillaient derrière la baie vitrée. Son téléphone affichait 57 appels manqués et plus de 100 messages. La nouvelle avait explosé. Il ouvrit le tiroir du bureau et sortit une photo. Christine souriait Calixte dans les bras tous deux sur une plage en été. Le rire du garçon, la tête renversée, résonnait encore dans la mémoire de Théo.
un son qu'il craignait de ne plus jamais entendre. « Est-ce que je fais ce qu'il faut ?» demanda-t-il à la photo. Ou suis-je simplement trop désespéré? Naturellement, l'image ne répondit pas, mais le sourire de Christine lui donna une force étrange. Il lui avait promis, en tenant sa main à l'hôpital, qu'il s'occuperait de leur fils. Et cette promesse était désormais la seule chose qui le maintenait debout. « Je le ramènerai, » murmura-t-il. « Peu importe le prix. » Élise s'arrêta devant la vitrine d'un magasin d'électronique, le regard accroché aux télévisions, diffusant toute la même chaîne d'infos. Ce n'était pas le genre d'émission qui, d'ordinaire, aurait retenu son attention, mais le bandeau en bas de l'écran fit bondir son cœur. Un millionnaire offre mariage et fortune, à qui fera parler son fils de nouveau. La fine pluie parisienne trempait ses cheveux, mais elle ne le remarqua pas. Ses yeux restaient fixés sur l'homme au micro, la posture raide contrastant avec le désespoir dans son regard. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Un frisson lui parcourut l'échine, qui n'avait rien à voir avec le froid de l'après-midi. Le visage du garçon apparut brièvement à l'écran, les yeux vides, l'expression absente. Élise connaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu dans les yeux de sa propre fille lorsque la maladie avait commencé à la consumer. Elle reprit sa marche, la tête baissée, l'esprit en tumulte. Le sac de ménage pesait sur son épaule, lui rappelant qu'il lui restait encore un appartement à nettoyer avant de rentrer chez elle. Il y a 5 ans, sa vie était totalement différente. Elle était respectée comme interprète de l'SF, elle travaillait dans des conférences importantes, aidant les personnes sourdes à communiquer avec le monde. Elle possédait un petit appartement confortable et sa fille, Sophie. Puis, étaient arrivés les diagnostics, la cardiopathie congénitale rare, les traitements coûteux, le congé qui s'était transformé en licenciement, l'épargne qui s'était épuisée, et finalement les funérailles qu'elle avait dû payer en vendant tout ce qui lui restait de valeur. Aujourd'hui, à 37 ans, elle nettoyait des appartements pour survivre d'interprète à simple femme de ménage de mère à rien. Elle entra dans l'immeuble de luxe par l'entrée de service et monta jusqu'au 12e étage. Pendant qu'elle nettoyait son esprit, revenait sans cesse au reportage, à cet homme désespéré et à son fils silencieux. Dans le métro parisien bondé sur le chemin du retour, elle chercha plus d'informations sur son téléphone. Il s'appelait Théo Moreau, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Sa femme était morte 6 mois plus tôt, d'une cardiopathie congénitale rare. Élise eut l'impression qu'on lui avait jeté de l'eau glacée au visage. La même maladie qui avait emporté Sophie, trop de coïncidences. Dans son petit appartement de banlieue, elle ouvrit l'armoire et sortit une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvait tout ce qui restait de son ancienne vie, des photos de Sophie, son badge d'interprète, quelques certificats de formation, et au fond, un article de journal sur un congrès de cardiopathie rare où elle avait travaillé comme interprète 3 ans plus tôt. De ses doigts tremblants, elle relut la liste des conférenciers et trouva parmi les médecins la dreux Christine Moreau, cardiologue pédiatrique, l'épouse de Théo et la mère du garçon silencieux. Élise s'assit sur le bord du lit, sentant le poids de ce lien invisible. Elle se souvenait vaguement de la médecin, une femme belle et passionnée, par son travail du genre qui se souciait vraiment des gens. Son téléphone vibra. C'était une notification d'un site d'emploi où elle était inscrite. Une nouvelle offre venait d'apparaître, on cherchait une femme de ménage pour un hôtel particulier du 16e arrondissement. Expérience et discrétion exigées, excellent salaire. En voyant l'adresse, ses doigts se figèrent sur l'écran. C'était la demeure
de Théo Moreau. Elle regarda la photo de Sophie sur sa table de chevet. Sa fille souriait les yeux brillants de vie, sans savoir que le temps lui échappait déjà comme du sable. « Qu'en penses-tu, mon amour ?» demanda Élise à la photo. « C'est trop fou. » Le silence de l'appartement vide fut sa seule réponse, mais en elle quelque chose qui dormait depuis longtemps commença à s'éveiller. Ce n'était pas de l'espoir, elle ne se l'autorisait plus, mais un but. Elle n'avait aucune illusion romantique au sujet de la proposition du millionnaire. Elle ne s'intéressait ni au mariage, ni à l'argent. Mais ce petit garçon, enfermé dans son silence, peut-être qu'elle pourrait l'aider d'une façon que personne d'autre ne saurait. Élise inspira profondément et envoya son CV. Elle ne mentionna pas son passé d'interprète. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une femme de ménage en quête de travail. Élise franchit les grilles en fer de l'hôtel particulier, se sentant minuscule face à l'imposante structure de verre et de pierre. Les jardins étaient parfaits, soigneusement entretenus, mais sans personnalité comme sortis d'un catalogue. La gouvernante, Madame Mathilde, une femme de 60 ans, au visage sévère, l'accueillit à l'entrée du personnel. « Veuille, Monsieur Moreau exige une discrétion absolue, » expliqua-t-elle en la conduisant dans les couloirs. « Rien de ce que vous verrez ou entendrez ici ne doit franchir ces murs. Pas de photos, pas de commérage. »« Je comprends, » répondit Élise simplement. « Autre chose. » Mathilde s'arrêta, se tournant pour la fixer. « Le petit garçon est fragile. Si vous le croisez, gardez vos distances. Ne lui parlez pas. N'essayez pas de vous lier d'amitié. Depuis l'annonce publique de monsieur, nous sommes envahis par des opportunistes, et il est très protecteur envers son fils. » Élise acquiesça, le visage neutre. « Je suis ici seulement pour nettoyer. » La demeure était immense, avec 3 étages, 6 chambres, piscine intérieure et extérieure, sauna, salle de sport privée. Mais tandis que Mathilde lui montrait chaque pièce, Élise remarqua quelque chose d'étrange. L'endroit était impeccablement décoré, mais ressemblait à une maison témoin, pas à un vrai foyer. Pas de photos sur les murs, pas de dessins d'enfants. Sur le réfrigérateur, aucun jouet d'éparpillé. « La chambre du petit se trouve au bout de ce couloir, » indiqua Mathilde, en montrant une porte fermée au 2e étage. « Vous la nettoyez quand il n'y est pas. La nounou l'emmène en thérapie chaque matin. »« Et la chambre de Monsieur Moreau ?» demanda Élise. « Dernier étage, mais il est rarement là. Il travaille tard et ne rentre que pour dormir. » Théo travaillait tard et ne rentrait que pour dormir. Élise commença son travail par le rez-de-chaussée. La maison était si propre qu'on aurait cru que personne n'y vivait. Alors qu'elle passait un chiffon sur une table basse, hors de prix, elle entendit un léger bruit. Se retournant, elle aperçut une petite silhouette immobile dans l'embrasure du salon. Calixte l'observait de ses grands yeux vides. Il portait un pyjama de super-héros, bien qu'il soit déjà plus de 10 heures du matin. Dans sa main droite, il serrait un petit pantin en bois. Élise se figea incertaine de ce qu'elle devait faire. Le protocole lui ordonnait de l'ignorer, mais quelque chose dans son regard l'empêcha de retourner simplement à son travail, comme s'il n'était pas là. « Bonjour, » dit-elle doucement. « Tu dois être Calixte. Je suis Élise, la nouvelle femme de ménage. » Le garçon ne réagit pas. Il resta planté, la regardant ou peut-être à travers elle, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Calixte !» Une voix aiguë brisa l'instant. La nounou, une femme mince, aux cheveux blonds, relevés en chignon serré, apparut derrière lui. « Tu devrais être en train de t'habiller. Nous avons la thérapie dans 20 minutes. » Elle lança un regard soupçonneux à Élise.
Qui êtes-vous ? La nouvelle employée de maison. Je commence, aujourd'hui. La nounou qui se présenta sous le nom d'Amélie prit doucement Calixte par la main. « Viens mon chéri, c'est l'heure. » Le garçon se laissa emmener, sans résistance, sans émotion. Mais avant de quitter la pièce, il se retourna une dernière fois, et Élise sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas le regard d'un enfant, mais celui de quelqu'un qui avait déjà trop vu, trop ressenti. Les heures suivantes, elle explora la maison tout en nettoyant. Dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, elle découvrit une photo cachée entre 2 livres, Théo-Christine et Calixte, souriant sur une plage. Le garçon de la photo, les yeux brillants et le sourire large, semblait une personne totalement différente de celui qu'elle venait de rencontrer. En fin d'après-midi, alors qu'elle terminait de nettoyer le bureau de Théo, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et des voix dans le hall. Aucun progrès. C'était la voix tendue de Théo. « Non, monsieur, » répondit Amélie. « Le thérapeute dit qu'il faut de la patience. »« De la patience, » répéta-t-il avec un rire sans joie. « C'est tout ce qu'on me dit depuis 6 mois. » Élise continua de travailler, essayant d'écouter, mais il était impossible de ne pas sentir la frustration et la douleur dans sa voix. La porte du bureau s'ouvrit, et Théo entra surpris de la voir. « Pardon, » dit rapidement Élise, « je terminais. » Il la contempla un instant. Il était plus grand qu'il ne paraissait à la télévision, avec des épaules larges qui semblaient porter tout le poids du monde. « Vous êtes nouvelle ? » ?»« Oui, monsieur. J'ai commencé aujourd'hui. » Il acquiesça distraitement, en posant sa serviette sur la table. « Mathilde vous a expliqué les règles. Oui, discrétion totale, ne pas approcher votre fils. » Théo la regarda droit dans les yeux, ses traits fatigués, mais encore intenses. « Ce n'est rien de personnel, nous essayons seulement de le protéger. »« Je comprends parfaitement. » Quelque chose dans sa réponse le fit l'observer plus attentivement. « Vous avez des enfants ?» La question surprit Élise. Un nœud lui serra la gorge. « J'avais une fille. Elle n'est plus parmi nous. » Le visage de Théo s'adoucit. Un instant, une étincelle de reconnaissance passant entre eux, la compréhension partagée de la perte la plus profonde qui soit. « Je suis désolé, » dit-il avec sincérité. « Moi aussi, » répondit doucement Élise en rassemblant ses produits d'entretien. « Excusez-moi. » En quittant le bureau, son cœur battait la chamade non seulement parce qu'elle avait parlé avec lui, mais aussi parce que l'espace d'un instant, elle avait vu au-delà de la façade du millionnaire désespéré. Elle avait aperçu un père brisé, tentant de réparer l'impossible, et cela plus que tout lui confirma qu'elle était à la bonne place. 2 semaines passèrent. Élise prit son rythme dans l'hôtel particulier Moreau. Elle arrivait à 8 heures après le départ de Théo pour le travail et terminait à 16 heures, généralement avant son retour. Elle le voyait rarement, sauf lorsqu'il rentrait plus tôt, ou les week-ends où il travaillait à la maison. Calixte, en revanche, elle le voyait chaque jour. Le garçon semblait toujours graviter vers l'endroit où elle se trouvait, apparaissant silencieusement dans les pièces qu'elle nettoyait. Il ne parlait jamais, ne souriait jamais, mais l'observait de ses grands yeux vides qui, d'une façon ou d'une autre, semblaient tout absorber. Ce vendredi après-midi, Élise nettoyait le salon lorsqu'elle sentit sa présence. Elle se retourna et le vit immobile dans l'encadrement de la porte, tel un petit fantôme, son inséparable pantin de bois à la main. « Bonjour, Calixte, » dit-elle doucement, comme elle le faisait toujours. Elle n'attendait pas de réponse, et n'en reçut aucune. Elle continua de dépoussiérer les étagères conscientes,
qu'il la suivait du regard. Il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Il paraissait plus agité, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Alors qu'Élise s'étirait pour atteindre une statuette en haut d'une étagère, elle entendit un léger bruit derrière elle. Se retournant, elle vit que Calixte avait laissé tomber son pantin. Le garçon fixait le jouet tombé au sol, sans faire le moindre geste pour le ramasser. Son visage ne montrait ni frustration, ni tristesse, rien du tout. Élise hésita. Les règles étaient claires, garder ses distances. Mais il y avait quelque chose de si désolant dans cette scène, le petit garçon et son unique jouet séparés de quelques centimètres seulement, et pourtant d'un abîme infranchissable. Lentement elle s'approcha et ramassa le pantin de bois. C'était un petit aviateur usé par l'usage, la peinture écaillée par endroits. Au lieu de simplement le lui rendre, Élise s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Calixte. Elle posa le pantin dans la paume ouverte de sa main et de l'autre fit un signe simple en LSF. « Ami », murmura-t-elle en bougeant la main. Cela veut dire ami en langue des signes. Calixte ne répondit pas, mais quelque chose changea dans ses yeux, une lueur qui n'était pas là auparavant. Il regarda directement ses mains, puis pour la première fois son visage. Un frisson parcourut Élise dans ce regard. L'espace d'un instant, elle vit sa propre Sophie la même vulnérabilité, la même recherche silencieuse de lien, lorsqu'elle était trop faible pour parler. Avec précaution, Élise tendit le pantin. Calixte le prit ses doigts, frôlant légèrement les siens. Il ne remercia pas, ne sourit pas, mais ne s'enfuit pas non plus, comme il le faisait d'ordinaire, après leurs rares interactions. Il resta là la fixant, comme s'il attendait quelque chose de plus. Encouragée, Élise fit un autre signe. « Jouez », dit-elle en montrant le mouvement. Calixte l'observa attentivement, puis à sa complète surprise leva sa petite main pour tenter d'imiter le geste. Le mouvement était imprécis, maladroit, mais indéniablement volontaire. Élise retint son souffle, craignant de briser le moment. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que le garçon pouvait l'entendre. « C'est ça », murmura-t-elle en souriant. « Très bien. » La porte du salon s'ouvrit soudain, les faisant sursauter tous les deux. Amélie, la nounou, entra l'air méfiant. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, son regard allant d'Élise à Calixte. « Il a fait tomber son jouet », expliqua rapidement Élise en se redressant. « Je le lui rendais simplement. » Amélie plissa les yeux. « Madame Mathilde vous a expliqué les règles, n'est-ce pas? Aucune interaction avec l'enfant. Je sais, pardon, mais cela ne me paraissait pas juste de l'ignorer. » La nounou prit Calixte par la main. « Viens, mon chéri, c'est l'heure de ton goûter. » Le garçon se laissa emmener, mais se retourna vers Élise. Dans ce regard brillait désormais une étincelle, une reconnaissance. Plus tard, alors qu'Élise rangeait ses produits d'entretien, dans le placard du sous-sol, Madame Mathilde apparut le visage fermé. « Amélie m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-elle d'un ton sévère. « Je dois vous rappeler que votre travail ici est de nettoyer, pas d'interagir avec l'enfant. Il a fait tomber un jouet. Je l'ai seulement aidé. Ce n'est pas votre rôle d'aider. Il y a du personnel engagé pour cela. » Une irritation monta en Élise. Du personnel engagé pour ramasser un jouet. C'est absurde. Ce qui est absurde, répliqua Mathilde, c'est qu'une femme de ménage conteste les règles de la maison où elle travaille, surtout dans les circonstances actuelles. Quelles circonstances? Le garçon est traumatisé. Le père offre une fortune à quiconque l'aidera. Vous croyez vraiment que nous sommes assez naïfs pour ne pas comprendre ce qui pourrait se passer? Le sang d'Élise bouillonna.
Vous insinuez que je chercherai à me rapprocher de lui pour l'argent. Je vous suggère simplement de rester à votre place si vous voulez garder votre emploi. » Quand Mathilde s'en alla, Élise s'adossa au mur, inspirant profondément pour se calmer. Peu importait ce qu'elles pensèrent d'elle. Ce qui comptait, c'était ce bref moment avec Calixte, cette première étincelle de connexion. Dans son petit pantin de bois, elle avait vu le dernier lien du garçon avec sa vie d'avant, tout comme la boîte de souvenirs de Sophie était pour elle. Et dans cet instant, où leurs yeux s'étaient rencontrés, quelque chose s'était reconnu, deux âmes marquées par la perte, se reflétant l'une dans l'autre. « Je ne t'abandonnerai pas », murmura-t-elle dans le couloir vide, comme une promesse. Pas pour Calixte, ni pour Théo, mais pour elle-même. Le dimanche matin, l'hôtel particulier était exceptionnellement animé. Élise arriva pour son service et trouva des voitures garées devant l'entrée. Mathilde la reçut avec des instructions précises. « Monsieur Moreau a des invités aujourd'hui. Tenez-vous à l'écart de la salle à manger et de la bibliothèque jusqu'à la fin du déjeuner. Ensuite, nettoyez rapidement. »« Qui sont les invités ?» demanda Élise, plus par curiosité que par nécessité. Mathilde hésita. « La mère de Monsieur Moreau et des médecins, beaucoup de médecins. » Tandis qu'elle nettoyait les chambres de l'étage, Élise entendait les voix venant du rez-de-chaussée, sérieuses, professionnelles, parfois un peu trop fortes. Elle travaillait lentement, attendant le bon moment pour descendre. En passant près de l'escalier, elle aperçut Calixte, assis sur la dernière marche, hors de vue des adultes réunis dans la salle à manger. Il serrait le petit aviateur contre sa poitrine, se balançant doucement d'avant en arrière. Élise hésita regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. Alors, silencieusement, Élise s'assit à ses côtés, gardant une distance respectueuse. « Beaucoup de monde aujourd'hui, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. Calixte ne répondit pas, mais son balancement ralentit légèrement. « Tu sais, » continua-t-elle doucement, « quand je me sens entourée de trop de monde, j'ai parfois besoin d'un endroit juste à moi pour respirer. » Elle fit le signe de respirer, en LSF, inspirant et expirant, de façon exagérée. Le garçon observa le mouvement de ses mains et, à la surprise d'Élise, l'imita inspirant profondément, comme elle venait de le faire. Le cœur d'Élise s'emballa. C'était la deuxième fois qu'il répondait à l'un de ces signes. Elle avait envie d'en montrer plus, d'en enseigner plus, mais elle savait qu'il prenait déjà un risque en restant là. « Calixte !» La voix d'Amélie retentit dans le couloir. « Où es-tu? Ta grand-mère veut te voir. » Élise se leva rapidement. « Je dois y aller, » murmura-t-elle au garçon. « Mais souviens-toi de respirer, d'accord ?» Elle s'éloigna en hâte, feignant de dépoussiérer un vase, quand Amélie arriva tenant Calixte par la main. « Que faites-vous ici ?» demanda la nounou méfiante. « Mon travail, » répondit calmement Élise, en levant son plumeau. Amélie plissa les yeux, mais ne dit rien de plus, emmenant Calixte en bas. Plus tard, alors que les invités étaient déjà réunis dans la bibliothèque, Élise profita du moment pour nettoyer la salle à manger. En passant près de la porte entr'ouverte de la bibliothèque, elle ne put s'empêcher d'entendre la conversation. « Théo, il faut être réaliste », déclara une voix féminine, ferme et aristocratique. « Cette annonce publique est une honte. Elle attire toutes sortes de charlatans autour de mon petit-fils. »« Maman, nous avons déjà parlé de ça ?» répondit Théo d'un ton las. « J'essaye toutes les options. » Et le nouveau traitement que le docteur Ferrand a suggéré, intervint une autre voix. « Il y a un centre en Suisse davantage de médicaments d'autres tests. » « Il a déjà subi tout cela, » coupa Théo. « Tous disent la même chose physiquement, il est parfait. »
Alors c'est psychologique, reprit sa mère. Et si c'est psychologique, nous avons besoin des meilleurs spécialistes, pas de promesses désespérées de n'importe qui. Élise se rapprocha légèrement, incapable de contenir sa curiosité. « Madame Moreau », dit une voix masculine, qu'elle supposa être celle d'un médecin. « Votre petit-fils a subi un traumatisme sévère. Il a perdu sa mère brutalement. Son cerveau se protège en refusant de parler. Il nous faut du temps et des approches cohérentes. » 6 mois se sont déjà écoulés, répondit Théo, la voix chargée de frustration. Combien de temps encore? Élise se remit en mouvement pour continuer son travail, mais son chiffon glissa tombant au sol avec un bruit mat. La conversation s'interrompit. La porte s'ouvrit complètement, révélant Théo sa mère, une femme élégante aux cheveux gris, et 3 hommes en costume qui semblaient être des médecins. Tous la regardèrent. « Pardon », murmura-t-elle en se baissant pour ramasser le chiffon. « Je ne voulais pas interrompre. » La mère de Théo la détailla de haut en bas son regard froid et scrutateur. « Qui est-ce ? » « La nouvelle femme de ménage maman, » répondit Théo distraitement. « Nouvelle depuis quand ?» Les yeux de Madame Moreau se plissèrent. « Quelques semaines. Par coïncidence, juste après ton annonce publique, tu as vérifié ses antécédents. » Élise sentit ses joues brûler d'humiliation. « Maman, s'il te plaît, » dit Théo, visiblement gêné. « Mathilde s'occupe de ces choses-là. Et Mathilde n'a pas trouvé étrange d'engager quelqu'un de nouveau maintenant. » Un des médecins intervint doucement. « Nous nous égarons du sujet. » La mère de Théo jeta un dernier regard soupçonneux à Élise, avant de retourner dans la bibliothèque. Théo hésita sur le seuil, semblant vouloir dire quelque chose, mais secoua simplement la tête et suivit les autres refermant la porte. Élise reprit son travail, les mains légèrement tremblantes. Ce n'était pas la première fois qu'on la traitait comme invisible, ou pire, comme une menace, parce qu'elle était employée de maison. Mais cette fois, cela faisait plus mal, car elle savait qu'elle pouvait aider si on lui en laissait la chance. Plus tard, ce même jour, alors qu'elle achevait presque son service, Théo la retrouva dans le couloir, au sujet de l'incident précédent. Il semblait mal à l'aise. « Ma mère peut être directe, vous n'avez pas à vous justifier. » « En réalité, si, » répondit Élise en gardant les yeux baissés. Théo prit une profonde inspiration. « Amélie m'a dit qu'elle vous avait vu tenter de communiquer avec Calixte à 2 reprises. » Élise se figea. « Donc c'est cela, monsieur Moreau. Je faisais seulement. » Il l'interrompit d'un geste. « Les règles ont été établies pour une raison. Mon fils traverse une période extrêmement délicate. Nous avons des spécialistes, des thérapeutes, des médecins qui travaillent avec lui. Nous n'avons pas besoin d'interférences bien intentionnées qui pourraient le perturber davantage. » Quelque chose en Élise se révolta contre cette injustice. Je lui ai simplement rendu un jouet qu'il avait fait tomber. Et il était seul dans l'escalier, aujourd'hui manifestement nerveux, avec toute cette agitation dans la maison. « Qu'avez-vous fait exactement ?» demanda Théo en croisant les bras. Élise hésita. Je me suis assise près de lui. Je lui ai dit que parfois, quand il y a trop de monde, il est bon de respirer profondément. « C'est tout ?» demanda Théo. Élise avala sa salive. Je lui ai montré le signe pour respirer en LSF, la langue des signes. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. « Vous connaissez la langue des signes française ?»« Oui, » répondit-elle sans ajouter de détails. Pourquoi montrer la langue des signes à un garçon qui entend parfaitement ? Parce que, répliqua Élise avec prudence, parfois quand les mots restent coincés en nous, nos mains peuvent parler pour nous.
quelque chose changea sur le visage de Théo, un mélange de confusion et d'agacement. « Nous n'avons pas affaire à une surdité ici. Mon fils a choisi de ne pas parler. C'est un blocage psychologique, pas physique. Je le comprends. »« Non, vous ne comprenez pas, » répondit-il plus fermement. « Vous ne connaissez pas mon fils, vous ne connaissez pas notre situation. Alors je vous prie de respecter les règles de cette maison. Nettoyez, faites votre travail, mais gardez vos distances avec mon fils. » Les yeux d'Élise la brûlèrent de larmes retenues, mais elle resta droite. « Comme vous voulez, monsieur Moreau. » Quand Théo s'éloigna, elle laissa enfin une larme couler, non pour elle-même, mais pour le garçon silencieux qui essayait de respirer dans un monde qui exigeait seulement qu'il parle. 3 jours passèrent après cette conversation. Élise suivit les règles à la lettre. Elle ne parla pas à Calixte, ne le regarda pas, fit semblant qu'il n'existait pas. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce où elle travaillait, elle rassemblait ses affaires et sortait rapidement. La douleur dans ses yeux était évidente, mais elle ne pouvait rien faire, ou plutôt elle ne devait pas. Le mercredi, alors qu'elle nettoyait le couloir du 2e étage, elle entendit une discussion provenant du bureau de Théo. « Nous ne progressons pas, » disait une voix grave, probablement celle du thérapeute. Calixte se referme encore davantage. « Comment est-ce possible ?» demanda Théo irrité. « Nous essayons toutes les approches que vous avez proposées. Feuilloul, le traumatisme ne suit pas une ligne droite de guérison. Monsieur Moreau et votre fils semblent développer un nouveau schéma inquiétant. » Quel schéma? L'isolement complet. Avant, il répondait au moins par des gestes, des hochements de tête, il pointait ce qu'il voulait. Maintenant, plus rien. Le cœur d'Élise se serra. Elle savait que c'était en partie sa faute. Elle avait offert à Calixte un moyen de communiquer une fenêtre, puis l'avait brusquement refermée. Plus tard, dans la journée, elle nettoyait la chambre de Calixte pendant qu'il était en thérapie. C'était une grande pièce magnifiquement décorée, mais presque sans personnalité, aucun dessin sur les murs, peu de jouets, aucune pagaille normale d'une chambre d'enfant. Sur la table de chevet, elle vit une photo de Calixte avec sa mère. Christine souriait radieusement serrant son fils qui riait devant l'objectif. Élise prit la photo, ressentant un lien invisible avec cette femme qu'elle n'avait jamais vraiment connue, mais dont l'absence reliait désormais tant de vies brisées. À cet instant, elle prit une décision. Peut-être perdrait-elle son emploi, peut-être serait-elle accusée d'opportunisme, mais elle ne pouvait pas tourner le dos à Calixte. Elle regarda l'horloge, il lui restait 15 minutes, avant le retour d'Amélie, avec le garçon. Rapidement, elle prit un bloc-notes sur le bureau et écrivit quelques signes de LSF avec de petits dessins montrant comment les reproduire. Elle cacha le papier sous l'oreiller de Calixte. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait le couloir, elle trouva le papier plié au sol près de la porte de son placard à produits. En l'ouvrant, elle vit qu'une main enfantine Calixte sans doute avait dessiné un petit aviateur à côté du mot « ami ». Son cœur faillit éclater de joie. À partir de ce jour, une communication secrète commença. Elle laissait de petits billets avec de nouveaux signes dans des endroits que seul Calixte découvrirait. Il répondait par des dessins ou des tentatives d'écrire les mots qu'il avait appris. Il ne parlait jamais directement. Elle respectait sa promesse de ne pas interagir ouvertement avec lui, mais il bâtissait un pont. Une semaine plus tard, Élise nettoyait sa chambre quand Calixte entra à l'improviste. Elle commença à rassembler ses affaires pour partir, évitant son regard.
Mais il fit alors quelque chose qui la cloua sur place. Il bougea ses mains dans un signe clair. Élise jeta un coup d'œil autour d'elle, nerveuse. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle. « On va avoir des problèmes. » Calixte secoua la tête et fit un autre signe. « S'il te plaît. » Elle hésita, puis répondit avec les mains. « Juste une minute. » Le garçon ne sourit pas encore, mais ses yeux s'animèrent. Il prit son petit aviateur et le lui montra. « Ami, » signa-t-il. « Oui, » répondit-elle en souriant doucement. « Ami. » Il désigna ensuite son cœur et fit un nouveau signe qu'elle ne lui avait pas enseigné, triste. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. D'une façon ou d'une autre, il avait appris ce signe seul, peut-être dans l'un des livres qu'elle avait remarqués sur son étagère. « Je sais, » signa-t-elle en retour. « Moi aussi, je suis parfois triste. » Il pointa la photo de sa mère sur la table de chevet et répéta « Triste ?» Élise s'agenouilla devant lui, prenant le risque. « Je peux te confier un secret, » chuchota-t-elle. Calixte hocha la tête. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais énormément. Ma fille, Sophie. Elle était un peu plus jeune que toi. » Élise inspira profondément. « Tu sais ce qui m'a aidé à pouvoir parler d'elle même quand ça faisait mal. » Elle prit son téléphone et montra une photo de Sophie. C'était ma fille. Calixte regarda la photo longtemps. Puis, à la totale surprise d'Élise, il prit sa main et la serra doucement. Ce n'était pas un signe de LSF, mais un geste humain, universel de réconfort. À cet instant, la porte s'ouvrit et Amélie entra. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Élise se releva rapidement. « Il est entré pendant que je nettoyais. J'allais partir. »« Ce n'est pas ce que ça a l'air, » répliqua Amélie, en jetant un regard au téléphone d'Élise. « Qu'est-ce que vous lui montriez ? » ?»« Rien d'important. Et je pense que M. Moreau décidera ce qu'il doit savoir. » Élise rangea le téléphone dans sa poche. « Faites comme vous voulez. » Elle quitta la chambre le cœur battant mais sans aucun regret. Pour la première fois depuis la perte de Sophie, elle sentait qu'elle faisait quelque chose qui comptait vraiment, aider un enfant, égaré, à retrouver une voie, même si ce n'était pas celle que tous attendaient. Ce soir-là, dans son petit appartement, Élise réfléchit aux risques qu'elle prenait. Elle pourrait être renvoyée, peut-être même poursuivie, si Théo décidait qu'elle nuisait à son fils. Mais elle se souvint des yeux de Calixte lorsqu'il avait signé « triste, non plus, vide », mais empli d'une émotion réelle, reconnue, partagée. Cela valait n'importe quelle conséquence. Elle sortit un petit livre d'images sur les émotions acheté en rentrant. Il était coloré avec des personnages expressifs, montrant différents sentiments. Sur chaque page, elle colla de petits papiers, indiquant le signe en LSF correspondant. « Demain », murmura-t-elle pour elle-même, « si j'ai encore du travail. » À sa surprise, elle ne fut pas renvoyée le lendemain. Amélie n'avait rien dit à Théo de l'incident, du moins pas encore. Peut-être attendait-elle de surprendre Élise dans une faute plus grave, ou peut-être au fond, avait-elle aussi remarqué les petits changements chez Calixte et ne voulait pas interrompre ce qui se passait. 2 semaines passèrent dans cette communication secrète. Élise laissait le livre des émotions dans la chambre de Calixte, caché sous le lit. Chaque jour, il apprenait de nouveaux signes, laissant de petits dessins, pour montrer ses progrès. Un mercredi après-midi, Élise nettoyait le salon. Quand Calixte entra, vérifia autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis signa « De l'eau, s'il te plaît ». C'était la première fois qu'il lui demandait quelque chose directement. Élise sourit et signa en retour, bien sûr. Elle alla à la cuisine, remplit un verre et le lui apporta.
Calixte but lentement ses yeux, ne la quittant pas. Quand il eut fini, il signa « Merci ». « De rien », répondit-elle en signe. Puis il fit quelque chose qui faillit arrêter le cœur d'Élise. Il signa « Je peux te montrer quelque chose ». Intriguée, elle acquiesça. Calixte lui prit la main et la guida jusqu'à sa chambre. Là, il alla à son bureau et sortit une feuille de papier. C'était un dessin imparfait, mais reconnaissable, Calixte Théo, et une figure qui ressemblait à Christine, flottant au-dessus d'eux comme un ange. « C'est magnifique », signa Élise, la gorge nouée. Calixte signa alors « Maman belle, maman si elle manque ». Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. « Je sais », signa-t-elle. « C'est normal de ressentir le manque. » Il regarda le dessin longuement, puis ajouta « Papa triste. »« Oui, » confirma-t-elle, « ton papa est très triste. »« Moi aussi triste. Je sais, mon chéri. » Mais il signa ensuite hésitant, comme cherchant les mots justes, « Pas si triste qu'en toi, ici. » C'était comme si le monde s'était arrêté. Élise s'agenouilla devant lui, luttant contre l'envie de le serrer dans ses bras. « Je suis heureuse de pouvoir aider », signa-t-elle. Avant qu'il puisse continuer, des pas retentirent dans le couloir. Rapidement, Élise se leva et fit semblant d'arranger la couette du lit, tandis que Calixte rangeait le dessin. Amélie apparut à la porte. « Ah, te voilà », dit-elle à Calixte. « C'est l'heure du déjeuner. » Elle lança un regard méfiant à Élise, mais ne dit rien de plus. En sortant, Calixte se retourna et fit un petit signe caché. Le reste de la journée, Élise travailla avec un sourire aux lèvres. Cela fonctionnait. Lentement, patiemment, elle aidait Calixte à sortir de son silence. En fin d'après-midi, alors qu'elle terminait son service, quelque chose d'inattendu se produisit. Mathilde l'appela dans le jardin, où Théo était assis sur un banc, le regard perdu à l'horizon. « Le maître de maison veut vous parler », dit Mathilde, son ton laissant entendre que des ennuis pouvaient survenir. Le cœur battant, Élise s'approcha. « Monsieur Moreau, vous vouliez me voir ». Théo leva les yeux. Il semblait fatigué des cernes profonds sous les yeux, mais son regard avait quelque chose de différent, une sorte de curiosité prudente. « Oui, Élise, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Il commença. « Mon fils, il a fait quelque chose de différent pendant la séance de thérapie. » Élise tenta de garder un visage neutre. « Différent. Oui, la thérapeute a essayé une nouvelle approche, en lui demandant de dessiner sa famille. D'ordinaire, il ne prend même pas le crayon, mais aujourd'hui... » La voix de Théo se fit rauque d'émotion. Aujourd'hui, il a dessiné. Et pas seulement ça, il a commencé à faire des gestes de ses mains. « Des gestes ?» répéta Élise, feignant la surprise. La thérapeute dit que cela ressemble à la langue des signes. Théo la fixa droit dans les yeux. « Comme celle que vous avez mentionnée. » Élise déglutit. « La LSF ? Oui, vous avez quelque chose à voir avec ça. » C'était le moment de vérité. Elle pouvait mentir pour sauver son emploi, ou être honnête et tout risquer. « Oui, » admit-elle finalement. « Je lui ai appris quelques signes de base. » Au lieu de la colère à laquelle elle s'attendait, Théo ferma simplement les yeux un instant, respirant profondément. « Pourquoi ?» demanda-t-il, calmement. « Parce qu'il avait besoin d'un moyen de s'exprimer, » répondit Élise doucement. Les mots sont restés coincés en lui après le traumatisme, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Quels signes lui avez-vous appris? Des mots simples au début, Amio, s'il te plaît, merci.
puis des émotions heureux, tristes en colère, peur, manque, manque, répéta Théo comme si le mot avait une saveur particulière. Oh. Oui, il ressent beaucoup le manque de sa mère, et je crois qu'il se sent coupable d'une certaine façon. Coupable. Élise choisit ses mots avec soin. Parfois, quand on perd quelqu'un, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de continuer à vivre, de ressentir la joie, surtout les enfants. Ils ne comprennent pas que la personne disparue voudrait les voir heureux. Théo resta silencieux, un long moment, absorbant ses paroles. La thérapeute a dit que c'est une avancée significative, que toute forme de communication vaut mieux que rien. C'est vrai, mais je veux entendre sa voix à nouveau, confessa Théo dans un souffle. Je veux qu'il m'appelle papa comme avant. Je comprends, dit Élise doucement. Mais peut-être que c'est la première étape. Il a besoin de sentir qu'il peut communiquer autrement avant de retrouver sa voix. Théo l'observa un moment. Vous semblez en savoir beaucoup. Élise hésita, puis choisit la vérité. Avant de faire du ménage, j'étais interprète en LSF. Je travaillais avec des enfants sourds, mais aussi avec ceux qui avaient cessé de parler, pour des raisons émotionnelles ou psychologiques. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Pourquoi ne l'avoir jamais dit? Je ne pensais pas que ça comptait. Je suis venue ici pour être femme de ménage, pas thérapeute. Et votre fille? Demanda-t-il doucement. Vous avez mentionné que vous aviez une fille, Sophie, répondit Élise, sentant la douleur familière lui serrer la poitrine. Elle est morte il y a 3 ans. Elle avait la même maladie cardiaque que votre épouse. Théo pâlit. La même. Oui, une cardiopathie congénitale rare. En fait, votre femme était l'une des grandes spécialistes de cette pathologie. Je l'ai vue donner une conférence une fois, quand je travaillais comme interprète dans un congrès médical. Théo resta sans voix. Une étrange coïncidence, ajouta Élise doucement. Ou peut-être pas. Peut-être est-ce pour ça que je comprends si bien ce que vit Calixte. J'ai moi aussi perdu la personne que j'aimais plus que tout. Théo leva les yeux vers le ciel qui se teintait d'orange, au coucher du soleil. Que dois-je faire? Laissez-le communiquer comme il peut, répondit Élise simplement. Montrez-lui que vous l'écoutez même quand il ne parle pas. 3 jours après cette conversation dans le jardin, Théo partit en voyage d'affaires à New York. Avant de partir, il fit appeler Élise dans son bureau. « Je veux que vous continuiez, » dit-il, la surprenant. « Apprenez-lui plus de signes. La thérapeute confirme que cela l'aide. J'ai déjà parlé à Amélie et à Mathilde. Elles n'interféreront pas. » C'était un changement inattendu, mais bienvenu. Avec l'autorisation de Théo, Élise intensifia les leçons de LSF. Calixte était un élève avide, absorbant les nouveaux signes comme une éponge. En 1 semaine, il parvenait déjà à exprimer des pensées complexes avec ses mains, pas seulement des besoins simples ou des émotions de base, mais aussi des souvenirs, des peurs, des rêves. C'était comme si un barrage s'était rompu, libérant des années de pensées retenues. Un après-midi ensoleillé, ils étaient dans le jardin. Élise avait fini son service de nettoyage, mais restait désormais 1 heure de plus chaque jour pour travailler uniquement avec Calixte. Amélie observait de loin, toujours méfiante, mais respectant les nouvelles consignes. « Je peux te montrer quelque chose ?» signa Élise. Calixte acquiesça curieux. Elle sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait un collier simple avec un pendentif en forme d'ange. « T'es après le départ de Sophie, » signa-t-elle. J'étais très triste quand je voulais lui parler et que je ne le pouvais pas. Alors j'ai commencé à faire ceci. Elle saisit le pendentif et ferma les yeux, comme si elle envoyait une pensée silencieuse.
Quand elle me manque, je tiens ce pendentif, et je lui parle dans mon esprit. Je ne sais pas si elle peut m'entendre, mais ça me réconforte. » Calixte observa attentivement, puis timidement signa « Je peux essayer ». Élise lui tendit le collier. L'enfant le prit avec précaution, ferma les yeux, et resta ainsi près d'une minute. Quand il les rouvrit, des larmes coulaient sur ses joues, la première véritable manifestation d'émotion qu'Élise ait vue. Elle ne dit rien, tendit simplement les bras. Calixte hésita, puis se jeta contre elle, son petit corps, secoué de sanglots, silencieux. Élise l'enlaça, sentant ses propres larmes couler. « Ça va » chuchota-t-elle en caressant ses cheveux. « C'est bien de ressentir, c'est bien de pleurer. » Lorsqu'ils se séparèrent, Calixte signa « J'ai parlé à maman. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Élise de ses mains. « Que maman me manque, que papa est triste, que je voudrais qu'elle revienne. » Le cœur d'Élise se serra. « Et tu crois qu'elle a répondu ?» Calixte réfléchit, puis signa. « Oui, elle m'a dit de m'occuper de papa. » Cette nuit-là, à New York, Théo était dans sa chambre d'hôtel après une longue journée de réunion. Agité, il prit sa tablette et ouvrit l'application des caméras de sécurité de la maison, un geste habituel lorsqu'il voyageait pour se sentir proche de son fils, malgré la distance. D'ordinaire, à cette heure, il voyait Calixte jouer seul dans sa chambre, ou déjà endormi, mais la pièce était vide. Inquiet, il passa d'une caméra à l'autre jusqu'à les trouver Élise et son fils assis dans le jardin. Il augmenta le son, zooméa curieux. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Calixte et Élise étaient assis dans l'herbe, leurs mains animées d'une danse rythmée de signes. Il ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais c'était clairement une conversation fluide, Calixte répondant avec vivacité, les yeux brillants et expressifs. À un moment, Théo vit Élise tendre un petit collier à l'enfant. Calixte le saisit, ferma les yeux, puis se mit à pleurer. Théo manqua lâcher la tablette. Son fils, qui n'avait montré aucune émotion depuis 6 mois, pleurait ouvertement, puis fit quelque chose d'encore plus bouleversant. Il serra Élise dans ses bras, comme si sa vie en dépendait. Les mains tremblantes, Théo rapprocha encore l'image pour être sûr de ce qu'il voyait. Oui, c'était bien Calixte, exprimant ses émotions, communiquant vivant à nouveau. Quand les larmes cessèrent, il le vit enchaîner une série de signes. Théo brûlait de savoir ce qu'il disait, quels mots enfin trouvaient un chemin vers l'extérieur. Il saisit son téléphone et appela Romain, son assistant. « Je dois rentrer à Paris tout de suite. Annule toutes les réunions de demain et réserve le premier vol disponible. »« Il s'est passé quelque chose ?» demanda Romain, inquiet. « Oui, » répondit Théo, incapable d'expliquer la tempête d'émotions en lui. « Je crois que mon fils revient vers moi. » En attendant à l'aéroport, Théo ne cessait de repenser à ce qu'il venait de voir. Pendant des mois, il avait consulté les meilleurs spécialistes, dépensé des fortunes en traitements expérimentaux, lancé une offre publique qu'il avait exposée au ridicule et aux charlatans. Et voilà qu'une simple femme de ménage, non une ex-interprète en LSF, que le destin avait placée sur leur chemin, réussissait ce que personne n'avait pu accomplir. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans. Claire disait toujours que les réponses les plus importantes viennent souvent des endroits les plus inattendus. Comme toujours, elle avait raison. Durant le vol, Théo réfléchit aux 6 derniers mois. Il s'était acharné à réparer Calixte, à le ramener à l'enfant d'avant, sans voir que c'était peut-être impossible. Peut-être que tous les deux, lui et son fils, devaient trouver une nouvelle façon d'être, un nouveau langage, pour exprimer qui ils étaient devenus,
après la perte de Claire. Et maintenant cette femme Élise, qui portait sa propre douleur, avait montré à Calixte qu'il existait d'autres manières de parler, d'autres chemins vers la connexion. Quand l'avion atterrit à Paris, il était près de minuit. Théo rentra directement chez lui, le cœur battant. Il n'avait prévenu personne de son retour. La maison était sombre et silencieuse. Il monta sans bruit, jusqu'à la chambre de son fils, et ouvrit doucement la porte pour ne pas le réveiller. Calixte dormait paisiblement son petit aviateur en bois dans une main, et à la surprise de Théo, le collier au pendentif d'ange dans l'autre. Son visage même endormi paraissait différent, plus détendu, moins tourmenté. Théo s'assit au bord du lit, observant sa respiration. « Qu'est-ce que tu dis avec tes mains, mon fils? Que gardes-tu en toi depuis tout ce temps ?» murmura-t-il. Il décida que le lendemain, il demanderait à Élise de lui enseigner la LSF. Il était temps d'apprendre la langue de son fils plutôt que de le forcer à revenir à la sienne. Le matin suivant, Élise arriva comme d'habitude, sans savoir que Théo était déjà rentré. Elle était impatiente de retrouver Calixte. Ils avaient été prévus de travailler aujourd'hui sur des signes plus complexes liés aux sentiments et aux souvenirs. En entrant, Mathilde l'accueillit. « Le maître de maison est rentré plus tôt de son voyage. Il souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » Un frisson traversa Élise. Avait-il changé d'avis? Était-il fâché de ce qu'il avait vu sur les caméras? Elle frappa doucement à la porte. « Entrez », dit la voix de Théo. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. Lorsqu'il se tourna, Élise fut surprise de voir ses yeux rougis comme s'il avait pleuré ou très mal dormi. « Bonjour », dit-elle avec hésitation. « Je vous ai vu hier, » déclara Théo, « sur les caméras de sécurité. » Élise déglutit. « Je pensais que vous saviez que nous travaillions ensemble dans le jardin. »« Ce n'est pas ça. » Il s'approcha. « J'ai vu mon fils pleurer pour la première fois depuis 6 mois. Je l'ai vu enlacer quelqu'un, communiquer, exprimer autre chose que ce vide. »« C'est une bonne chose, non ?» demanda-t-elle prudemment. « C'est extraordinaire. » Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Élise hésita incertaine de ce qu'elle devait révéler. « Je lui ai montré un collier que j'utilise pour me sentir relié à ma fille. Il a voulu essayer de parler à sa maman. Il a dit qu'elle lui manque, que vous êtes triste, qu'il voudrait qu'elle revienne. » Théo ferma les yeux, visiblement ému. « Et quoi d'autre ?» Il croit qu'elle a répondu. Elle lui a dit de s'occuper de son père. Une larme roula sur la joue de Théo. Il l'essuya rapidement. « Je veux apprendre, » dit-il soudain. « Je veux apprendre à communiquer avec mon fils de la façon dont il peut le faire maintenant. Pouvez-vous m'enseigner la LSF ?»« Bien sûr, » répondit Élise, surprise et soulagée. « Ce serait un honneur. »« Pas comme femme de ménage, » ajouta Théo, « mais comme enseignante spécialiste. Je veux vous engager officiellement pour cela. Je peux encore faire le ménage. » Commença-t-elle. Il secoua la tête. « Non, ce serait du gâchis de votre talent, et franchement, un affront après ce que vous avez fait pour Calixte. » Il lui tendit la main. « Commençons dès maintenant. » Ainsi débuta une nouvelle étape. Les matins, Élise enseignait la LSF à Théo, et l'après-midi, elle travaillait avec Calixte. Les progrès du garçon étaient remarquables, non seulement dans la communication gestuelle, mais dans tous les domaines. Il interagissait davantage, montrait ses émotions, jouait avec plus d'entrain. La thérapeute, d'abord sceptique devant cette approche peu conventionnelle, la soutenait désormais pleinement impressionnée par les résultats.
Même Amélie et Mathilde avaient adouci leur attitude en voyant les changements positifs chez l'enfant. Un matin ensoleillé, Élise était dans la chambre de Calixte, lui enseignant le signe pour papa. Elle avait décidé qu'il était temps de l'aider à exprimer ses sentiments, envers son père peut-être même, à franchir une nouvelle étape. Elle démontra le mouvement « papa ». Calixte le répéta, les yeux attentifs. « Tu veux dire quelque chose à ton papa ?» signa Élise doucement. Le garçon mordilla sa lèvre pensif, puis signa. « Je veux dire que je l'aime, que je ne suis pas en colère. »« C'est très beau, » répondit Élise en signe. « Je suis sûre qu'il aimerait le savoir. » À ce moment, la porte s'ouvrit. Théo entra plus soigné et reposé qu'Élise ne l'avait vu depuis des semaines. Il sourit, en voyant les deux assis sur le tapis. « J'interromps la leçon », demanda-t-il. « Pas du tout », répondit Élise. « Nous pratiquions justement le signe pour papa. » Elle montra le geste à Théo, qui l'imita parfaitement. Ses progrès en LSF étaient impressionnants. Il s'exerçait sans relâche, déterminé à maîtriser cette nouvelle langue pour communiquer avec son fils. Calixte regarda tour à tour son père et Élise les yeux écarquillés, d'une émotion qu'elle ne sut pas d'abord identifier à tante nervosité. « Montre-lui », signa Élise. Calixte inspira profondément, leva les mains et fit le signe de « papa », fixant son père. Le visage de Théo s'illumina. Il s'agenouilla devant son fils et répondit avec le signe « fils » suivi de Zamour. Quelque chose se transforma alors sur le visage de Calixte. Une tension qui semblait faire partie de lui, depuis toujours, commença à se dissoudre. Ses lèvres tremblèrent. Il regarda Élise qui lui sourit, puis se tourna de nouveau vers son père. Et alors, ce fut le miracle. Calixte tendit la main, toucha le visage de son père, et d'une voix rauque et fragile d'inactivité murmura « Papa ». Le monde sembla s'arrêter. Théo resta figé, les yeux écarquillés. Élise porta une main à sa bouche, incrédule. « Calixte », souffla Théo, les larmes lui montant aussitôt aux yeux. « Papa », répéta l'enfant, sa voix un peu plus forte. « Je t'aime ». Les mots sortirent, lentement, péniblement, comme s'il réapprenait à parler, mais ils étaient clairs, indéniables. Théo laissa échapper un son mi-sanglot, mi-rire, et attira son fils contre lui, le serrant fort. « Moi aussi, je t'aime, mon fils. Tant. » Calixte se cramponna à son père, ses petites mains serrant la chemise de Théo, comme s'il craignait qu'il disparaisse s'il le lâchait. Élise recula discrètement vers la porte, sentant qu'elle assistait à quelque chose de sacré, d'intime. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, Théo leva les yeux et la vit. « Restez », dit-il, la voix chargée d'émotion. « S'il vous plaît. » Elle hésita, puis acquiesça, et s'assit au bord du lit, tandis que père et fils demeuraient enlacés, 6 mois de silence et de douleur, enfin brisés par 3 petits mots. « Papa, je t'aime ». Après un long moment, Calixte se détacha légèrement et regarda son père. « Pardon ?» dit-il d'une voix encore fragile. « Pardon de quoi, mon fils ?» demanda doucement Théo. « De ne pas avoir parlé. Je voulais, mais les mots ne sortaient pas. »« Oh, tu n'as pas à t'excuser, » répondit Théo en caressant ses cheveux. « Jamais. Je comprends. » Calixte regarda Élise, puis revint vers son père. « Élise m'a aidé. Elle m'a montré que je peux parler avec les mains quand les mots ne viennent pas. »« Je sais, » dit Théo. « Elle nous a beaucoup aidés. Elle a perdu sa propre fille. » Calixte continua les mots, venant de plus en plus facilement, comme si chacun ouvrait la voie au suivant. « Comme nous avons perdu maman. » Théo jeta un regard à Élise, les yeux pleins d'une gratitude que les mots ne pouvaient exprimer.
Oui, elle sait ce que c'est. Elle ne va pas partir, hein? Demanda soudain Calixte, une pointe d'anxiété dans la voix. Théo surpris la regarda, puis regarda son fils. Non, elle ne partira pas si nous voulons qu'elle reste. Je veux qu'elle reste, dit aussitôt Calixte. Théo sourit en essuyant une larme. Moi aussi. Ce soir-là, après que Calixte eut souhaité bonne nuit à voix haute, et en signe, Théo invita Élise à le rejoindre dans son bureau. Elle était nerveuse, incertaine de ce qui l'attendait. « Je ne sais pas comment vous remercier », commença-t-il en lui servant un verre d'eau. « Il n'y a pas besoin », répondit-elle sincèrement. « Voir Calixte parler à nouveau est déjà une récompense. » Théo sourit. « Il m'a demandé si vous alliez partir. Je crois qu'il craint que maintenant qu'il parle, votre travail ici soit terminé. »« Je comprends sa crainte, » dit Élise doucement. « Mais la langue des signes n'est pas qu'un pont temporaire. C'est une forme d'expression précieuse, même pour ceux qui peuvent parler, surtout pour un enfant qui a vécu un traumatisme. »« Je suis d'accord, » répondit Théo, la surprenant. « Et c'est pourquoi je veux vous proposer quelque chose. » Il inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Vous vous souvenez de mon offre publique épouser celle qui ferait parler mon fils ?» Élise sentit la chaleur lui monter aux joues. « S'il vous plaît, ne pensez pas que j'ai fait cela pour cette raison. Je n'ai jamais... » « Je le sais, » l'interrompit-il doucement. « Croyez-moi, je le sais. Et c'est précisément pour cela que je suis prêt à tenir ma promesse. Pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que vous vous êtes vraiment soucié de mon fils, pas de mon argent, ni de mon statut. » Élise secoua la tête. « Théo, je ne peux pas accepter. Ce ne serait pas juste. » « Pourquoi ? Parce qu'un mariage n'est pas une récompense. C'est quelque chose qui naît entre deux personnes qui se connaissent, qui s'aiment. » Théo la contempla longuement. « Vous avez raison, bien sûr. C'était une offre née du désespoir, pas de la raison. » Il se leva et se tourna vers la fenêtre, regardant la ville illuminée. « Vous savez, quand Claire est morte, j'ai cru que je ne trouverais jamais quelqu'un qui comprenne ce que nous traversions Calixte et moi. J'ai pensé que nous resterions pour toujours seuls, dans notre chagrin. » Se retournant vers elle, il poursuivit. « Et puis vous êtes arrivés avec votre propre histoire de perte, votre cicatrice, faisant écho à la nôtre. Et d'une certaine façon, cela a tout changé. » Élise ne savait que dire. Son cœur battait fort. « Je ne vous offre pas un contrat ni une récompense, » reprit Théo doucement. « Je vous demande une chance de découvrir s'il y a autre chose ici que la connexion par la douleur. Une chance de construire quelque chose de nouveau, vous, moi et Calixte. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Après avoir perdu Sophie, j'avais juré de ne plus jamais aimer ainsi. C'est trop effrayant. »« Je sais exactement ce que vous ressentez, » répondit Théo en s'approchant. « C'est comme si l'amour et la peur étaient désormais indissociables. Mais peut-être que c'est ainsi que l'amour véritable existe quand on accepte le risque. » Il lui tendit la main. « Je ne vous demande pas une réponse, maintenant. Je vous demande seulement de considérer la possibilité de rester, non pas comme enseignante, non pas comme employée, mais comme quelqu'un qui pourrait un jour faire partie de notre famille. » 3 mois passèrent, depuis le jour où Calixte avait retrouvé la parole. La transformation de la maison Moreau était évidente, le silence oppressant avait cédé la place aux rires, aux conversations, et parfois aux petites disputes normales d'une famille, car c'est bien ce qu'il devenait lentement, mais sûrement une véritable famille. Élise avait accepté l'invitation de Théo à rester, non pas comme épouse ou compagne officielle, mais comme quelqu'un de spécial dans leur vie. Elle gardait encore son petit appartement,
mais passait la majeure partie de son temps dans l'hôtel particulier, aidant Calixte avec la LSF et découvrant jour après jour de nouvelles facettes de Théo. Leur conversation était prudente, faite d'avancées et de recul, mais aussi de moments d'une beauté inattendue, comme lorsque Calixte les surprit main dans la main, dans le jardin, et au lieu d'être confus ou jaloux, sourit et fit le signe « famille ». Ce vendredi soir, Théo invita Élise à dîner dans son bureau après que Calixte se fût endormi. Lorsqu'elle entra, elle trouva la pièce transformée lumière tamisée, bougies, une petite table dressée, pour deux, près de la grande baie vitrée, donnant sur les lumières de Paris. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle surprise. Théo sourit un peu nerveux. « Je me suis dit que nous méritions une soirée spéciale. » Le dîner fut délicieux, la conversation simple et naturelle. Ils parlèrent de Calixte, bien sûr, mais aussi de leur vie, de leurs rêves, de leurs peurs. Après des mois à se côtoyer, c'était comme s'ils vivaient enfin leur premier véritable rendez-vous. Quand ils terminèrent le dessert, Théo prit quelque chose sur son bureau, un cadre contenant une feuille imprimée. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il en la lui tendant. Élise sentit son cœur s'accélérer. C'était la promesse publique qu'il avait faite, l'offre de mariage à quiconque ferait parler son fils. « Pourquoi l'as-tu gardé ?» demanda-t-elle perplexe, en réponse. Théo reprit le cadre et d'un geste délibéré déchira le papier en deux, puis en quatre, puis en morceaux encore plus petits. « Parce que je veux que tu saches que cela n'existe plus, » dit-il en jetant les fragments à la corbeille. Plus de contrats, plus de récompenses, plus d'obligations. Élise sentit un nœud dans sa gorge. « Je n'ai jamais pensé qu'il y en avait une. »« Je le sais, » répondit Théo doucement. « Et c'est justement pour cela que je le fais. Je veux que ce qui se passe entre nous soit réel, fondé sur ce que nous sommes, maintenant pas, sur une promesse née du désespoir. » Il prit ses mains dans les siennes. « Quand j'ai fait cette offre, je croyais chercher quelqu'un pour réparer mon fils, comme s'il était cassé. Je ne réalisais pas que c'était moi qui étais brisé, incapable d'accepter que notre vie ne serait plus jamais la même. » Sa voix vibrait d'émotion. « Tu n'as pas réparé Calixte, tu l'as aidé à se retrouver dans une nouvelle normalité, et ce faisant, tu m'as aidé, aussi non en offrant des solutions magiques ou des promesses vides, mais en montrant qu'il existe d'autres formes de communication, d'autres formes d'amour que celles que nous connaissions. » Des larmes chaudes coulèrent sur les joues d'Élise. « Vous deux m'avez aidé aussi, » murmura-t-elle. « Après avoir perdu Sophie, je croyais que je ne pourrais plus jamais m'attacher ainsi à quelqu'un. J'avais tellement peur d'aimer de nouveau, de risquer une autre perte. Et maintenant ?» demanda Théo, cherchant son regard. « Maintenant, je comprends que l'amour n'est jamais sûr, » répondit-elle honnêtement. « Mais c'est la seule chose qui compte vraiment, au bout du compte, le seul antidote à la douleur. » Théo sortit alors une petite boîte de velours bleu de sa poche. Le cœur d'Élise fit un bond. « Ce n'est pas une demande en mariage, » précisa-t-il rapidement en l'ouvrant. « Pas encore. C'est plutôt une promesse. » À l'intérieur se trouvait un pendentif délicat, représentant des mains, formant en l'SF le signe de l'avenir. « Il est magnifique, » souffla-t-elle. « Je veux construire un avenir avec toi, Élise, » dit Théo, la voix chargée d'émotion. Pas fondée sur une offre désespérée, pas pour combler le vide laissé par Claire, mais quelque chose de totalement nouveau qui honore nos pertes sans s'y réduire. Il passa le pendentif autour de son cou. « Sophie et Claire feront toujours partie de nous, elles seront les étoiles qui nous guident dans l'obscurité. Mais ceci... » Il toucha doucement le pendentif.
C'est pour ce que nous pouvons bâtir ensemble, si tu le veux. » Élise posa sa main sur la sienne. « Je le veux, » dit-elle simplement. Le baiser qui suivit fut doux hésitant, comme un premier pas vers un territoire nouveau, effrayant mais plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, Théo sourit. « Il y a encore une chose. » Il se leva et ouvrit la porte. À la surprise d'Élise, Calixte se tenait là, en pyjama, l'air nerveux, mais déterminé. « Je croyais que tu dormais ?» dit-elle en essuyant rapidement ses larmes. « J'ai fait semblant, » admit Calixte en entrant. « Papa a dit qu'il avait une surprise pour toi et je voulais aider. » Il tenait quelque chose derrière son dos, qu'il révéla maintenant un dessin au feutre coloré. On y voyait 3 silhouettes, se tenant la main, un homme grand, une femme, aux cheveux bruns, et un petit garçon. Au-dessus d'eux, 2 figures ailées, une femme et une fillette, les observaient en souriant. « C'est nous, » expliqua Calixte en montrant le dessin. « Et ça, c'est maman. » Son doigt désigna la femme ailée. « Et ça, c'est Sophie. » Il pointa la fillette. « Elle nous regarde de là-haut, » poursuivit-il. « Et elles sont heureuses parce que nous sommes heureux. » Élise ne put retenir ses larmes. Elle ouvrit les bras, et Calixte se précipita contre elle, la serrant fort. « Tu veux rester avec nous pour toujours ?» demanda-t-il d'une voix petite mais claire. Élise regarda Théo qui observait la scène, les yeux brillants d'émotion. Puis elle se tourna vers Calixte et répondit à la fois, en paroles et en signes. « Oui, je veux rester avec vous, pour toujours. » Calixte sourit un sourire capable d'illuminer le monde entier. « Je le savais, » dit-il avec la confiance innocente de l'enfance. « Maman m'a dit que tu resterais. »« Elle t'a dit ça ?» demanda doucement Élise. « Oui, quand je lui parle avec le collier ange. » Il leva les yeux vers son père. « Elle a aussi dit que tu n'as plus besoin d'être triste, papa, que c'est bien d'être heureux à nouveau. » Théo s'agenouilla près d'eux et les enveloppa dans ses bras. « Je sais, mon fils, je commence à le comprendre. » Cette nuit-là longtemps, après que Calixte se fut enfin endormi, Élise et Théo restèrent sur la terrasse à contempler les étoiles. Ils parlaient peu, ils n'en avaient pas besoin. Leurs doigts, entrelacés, disaient tout. Sous le ciel étoilé, Élise pensa à la manière dont la vie pouvait être à la fois étrange et merveilleuse dans son imprévisibilité, comment la plus grande douleur pouvait un jour ouvrir la voie à une joie nouvelle, comment le silence pouvait devenir une nouvelle langue d'amour. Dans la chambre voisine, Calixte dormait paisiblement son petit aviateur en bois, et le collier ange posé, avec soin, près de son lit, et quelque part au-delà des étoiles. Élise imagina Sophie et Claire, qui les observaient peut-être même en train de célébrer cette nouvelle famille, forgée non pas malgré la douleur, mais à travers elle. « À quoi penses-tu » demanda doucement Théo, en serrant sa main. Élise sourit, en levant les yeux vers le ciel. « Je pense que certaines histoires ne se terminent pas comme on s'y attend. Certaines histoires se réécrivent, gagnent de nouveaux chapitres quand on s'y attend le moins. Et la nôtre ?» demanda-t-il. « Comment crois-tu qu'elle continuera ?» Elle se tourna vers lui, voyant non seulement l'homme qu'elle apprenait à aimer, mais aussi tout l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Et c'est la plus belle partie. Nous le découvrirons ensemble, un jour à la fois, un mot à la fois, parlé ou signé. » Théo sourit et fit le signe « Amour », suivi du signe « Pour toujours ». Élise répondit de la même façon, ses doigts dansant, dans l'air nocturne, écrivant des promesses silencieuses contre le ciel constellé. Parfois, pensa-t-elle,
Les mains peuvent dire ce que les mots ne peuvent pas, et parfois le silence peut être rompu, non par un son, mais par un toucher, un regard, un cœur qui s'ouvre de nouveau à la possibilité de l'amour. Cela, au fond, parlait plus fort que n'importe quel mot. Et alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.